Programme plus que chargé ce soir, ne perdons donc pas une seconde de plus et accueillons Jules Barthélémy pour le Focus Actu. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. Okay. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery. Bonsoir Jules. Bonsoir Barbara, pardon. Alors aujourd'hui tu viens de nous parler d'un sujet que tu connais bien puisque c'est notamment un sujet que tu traites dans ta thèse, donc les primaires aux élections présidentielles et notamment leur impact potentiel. Peut-être si ça t'embête pas, tu pourrais revenir rapidement sur qu'est-ce que les primaires, peut-être d'où elles viennent et d'après toi, dans les grandes lignes, avant qu'on débatte, quels peuvent être leur impact sur les élections présidentielles. Alors déjà, le premier impact, pour commencer directement, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est une médiatisation très forte de ces primaires. Alors, qu'est-ce qu'une primaire en fait? Déjà, avant tout, c'est un vote. C'est une désignation par le vote d'un candidat pour un parti ou un groupement politique. C'est en théorie la première étape d'un processus électoral. Du coup, et en réalité, en France, c'est une pré-étape avant l'élection réelle. Elle permet d'une part en fait, de médiatiser un candidat, puisqu'en fait, la compétition va attirer la presse et puis va attirer un certain nombre d'électeurs à la primaire, et donc ça apportera une notoriété et surtout une légitimité au candidat qui sera désigné, dans une perspective évidemment de remporter l'élection. Ça permet aussi, et c'est un avantage très important, de sélectionner parmi des candidats et d'une certaine manière d'éliminer des candidats. Donc c'est à la fois, on va dire, un promontoire, ça permet de montrer le candidat, et c'est aussi une guillotine, ça permet de couper des têtes pour qu'il n'en reste plus qu'une. Alors il y a trois types de primaires, hein. Une primaire fermée d'une part, les primaires qui avaient cours avant, c'est-à-dire avec seulement les militants des partis qui pouvaient voter. Semi-ouvertes, les primaires semi-ouvertes, c'est ce que font les écologistes, c'est-à-dire une préinscription à la primaire avant de voter, et puis la primaire totalement ouverte. Et là, c'est ce qu'on a pu constater avec la droite et le centre et la belle alliance populaire, avec l'ensemble des citoyens qui peuvent voter à partir du moment où ils sont inscrits sur les listes électorales. Donc ce sont le même électorat que pour l'élection régulière, sous condition évidemment de signer une charte, mais en réalité, cette charte n'engage à rien. Donc techniquement, tout le monde peut. Il n'y avait pas un petit prix aussi à payer ? Oui, également, oui, j'oublie évidemment 1 euro par tour pour la belle alliance populaire, 2 euros par tour pour la droite et le centre, et pour les primaires de l'écologie, c'était 5 euros. Ceci dit, les électeurs de la primaire de l'écologie ont été gâtés puisqu'ils ont pu voter 4 fois pour les 2 tours, pour valider l'idée d'un accord avec Benoît Hamon, et pour valider enfin l'accord avec Benoît Hamon. Donc ils ont voté au final 4 fois pour saborder la primaire à laquelle ils avaient participé. Alors c'est vrai qu'on a vu 4 primaires, donc je les ai citées. Je parle rapidement de la quatrième, la primaire.org, qui était une primaire en fait créée par l'association Démocratech, et dont le but était de réaliser une sélection d'un candidat citoyen, donc sans parti politique, ce qui est assez inouï puisqu'une primaire normalement est relative à un parti politique, mais là cette association a essayé de réaliser une primaire sans parti politique. Malheureusement, Charlotte Marchandise, la candidate qui a été désignée, n'aura certainement pas, sauf énorme surprise, les parrainages nécessaires pour être candidate, et donc personne en réalité ne la verra. Pourtant, la primaire.org a attiré plus de 100 000 électeurs, ce qui est quand même notable. Alors, sur les impacts, donc je disais, le premier, c'est de couper des têtes, c'est de sélectionner. Ça a toujours eu lieu. Ça a eu lieu dès 2011, en fait, avec Martine Aubry et Ségolène Royal. Et là, on a pu le voir, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, même Cécile Duflot dans la primaire de l'écologie. En général, la notoriété n'est pas un gage de victoire à la primaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et en 2016 et en 2017, ça s'est confirmé. Voilà, dans la belle alliance populaire, on a vu déjà d'une part François Hollande ne pas pouvoir se présenter, ensuite Manuel Valls et Arnaud Montebourg être éliminés, et donc ce sont des candidats qui étaient des outsiders, type Benoît Hamon, type François Fillon, et même François Hollande, si on regarde bien, un an avant la primaire de 2011, il est un outsider. Donc c'est une primaire. Les primaires permettent de désigner des candidats qui n'auraient certainement pas été candidats sans le biais de ces primaires. Donc ça a un impact évident sur l'affiche,
l'affiche de l'élection. Ensuite, ça permet aussi de se compter, c'est-à-dire qu'il y a des scores, on va dire, de candidats qui ne gagnent pas, mais des scores qui sont notables. Notamment, Arnaud Montebourg, en 2011, son score lui donne une place importante au sein du Parti socialiste. Cécile Duflot, en 2006, en fait, elle est arrive troisième de la primaire des écologistes, et c'est par ce biais-là qu'elle prendra la tête de ce parti. Et par contre, ça peut aussi aller dans un autre sens. Là, notamment, je pense à Bruno Le Maire et à Jean-François Copé, dont les scores ont été ridiculement bas par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer. Et de ce fait, aujourd'hui, ils sont un peu mis à l'écart. En tout cas, leurs ambitions, ils ont dû revoir leurs ambitions grandement à la baisse. Ensuite, un autre impact, c'est la médiatisation. Donc, je l'ai déjà évoqué. Le quatrième impact, c'est que les primaires font ressortir des logiques de mobilisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, qu'un candidat est désigné, on trouve un groupe clairement identifié qui a clairement poussé pour ce candidat. Pour François Fillon, ça a été assez évident. C'est une droite un peu plus affichée. C'est pas la droite de la majorité silencieuse, c'est la droite qui manifeste. C'est la droite, j'ai envie de dire, chrétienne, conservatrice, mobilisée, qu'on a beaucoup vu pendant les débats sur le mariage pour tous, qui s'est déplacée en masse. C'est un électorat déjà d'une part très âgé et surtout très conservateur. Pour ce qui est de la primaire de la gauche, par exemple avec Benoît Hamon, c'est le milieu associatif urbain qui s'est clairement surmobilisé par rapport à ce qu'on pourrait dire à la gauche radicale socialiste des campagnes, qui elle s'était plus mobilisée en 2011, mais qui cette fois-ci était déjà convertie aux beaux yeux du marcheur blanc, et de ce fait ne sont pas venus parce qu'ils avaient déjà un candidat et donc n'ont pas soutenu Manuel Valls parce que Emmanuel Macron était déjà leur candidat. Ce qui a permis notamment à Benoît Hamon d'être désigné. Enfin, là, je vais parler aussi de l'impact que ça a par rapport à cette élection-ci, puisque vous l'avez remarqué, le candidat désigné par la primaire de la droite est en grande difficulté avec la justice et avec les intentions de vote. Et d'un autre côté, le candidat désigné par la primaire de la Belle Alliance Populaire, Benoît Hamon, est en difficulté pour tout simplement exister dans cette campagne. Je dirais que les deux, on est dans deux types de pièges. D'abord, pour François Fillon, c'est le parti qui est piégé par le candidat, puisque le candidat, les affaires tombant un peu trop tard pour remettre en question la désignation du candidat, le parti est obligé de suivre ce candidat. On l'a vu, tous les plans B ont échoué. Et pour ce qui est de Benoît Hamon, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est au final, on a un peu le sentiment qu'il traîne comme un boulet. Ça, le parti notamment le Parti socialiste, les partis de la Belle Alliance Populaire et le bilan du gouvernement, le fait d'être désigné par la Belle Alliance Populaire, il va traîner ce boulet certainement jusqu'à la fin de la campagne. Donc on a un double piège qui va certainement mener à l'élimination des deux candidats. Alors peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que a priori, ce ne sont pas forcément les candidats désignés par les primaires qui ont le vent en poupe. Est-ce que c'est de la faute des primaires ? Je ne pense pas, mais je pense que les primaires cristallisent à la fois le fait que Benoît Hamon ne peut pas vraiment sortir du Parti socialiste, aller au-delà du Parti socialiste, et le fait que les Républicains ne peuvent pas faire émerger un autre candidat, puisque François Fillon a la légitimité des urnes. Merci pour cette présentation. Peut-être juste une première question pour lancer les débats. Est-ce que tu connais de tête à peu près les candidats qui ont déjà les 500 signatures des maires et les intentions de vote dans les derniers sondages ? Alors, je n'ai pas l'ensemble des candidats, mais il me semble qu'on a évidemment les 5 candidats déclarés favoris, c'est-à-dire Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, je crois qu'on a le souverainiste François Asselineau, la candidate de lutte ouvrière Nathalie Arthaud, et il me semble... Pardon ? Et oui, Nicolas Dupont-Aignan, évidemment. Alors, il semblerait qu'on pourrait avoir encore un autre candidat, deux autres candidats, puisque Jean Lassalle et Jacques Cheminade, au dernier décompte, ne sont pas loin des 500 signatures. Donc, on est pour l'instant à 8 candidats, on pourrait peut-être en être à 10. Mais il est vrai qu'il semble que l'affiche, en tout cas les 5 grands candidats, il n'y a pas vraiment, on va dire, de candidats qui pourraient déstabiliser cet ordre, en tout cas entre les 5 premiers. Et au niveau des intentions de vote sur les derniers sondages ? Sur les derniers sondages, visiblement, d'après les sondages, d'abord on se dirige vers un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. François Fillon serait toujours en position d'éventuellement être qualifié. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon
qui sont assez proches en réalité idéologiquement et sur les programmes, sont à peu près à égalité, aux alentours de 12-13% dans les intentions de vote. Mais je tiens quand même à préciser que dans les intentions de vote, ce qui n'est jamais dit, c'est qu'en général, on en oscille entre 40 et 50% de personnes qui répondent « je ne sais pas ». Donc tout est possible, c'est pour ça qu'il ne faut pas, tout de suite en tirer des conclusions, même si il est fort possible et il est probable que le second tour se déroule entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais rien n'est joué, en tout cas les sondages sont trop peu fiables. D'accord. Quelqu'un d'autre a des questions que je ne monopolise pas le micro ou... Est-ce que cette campagne présidentielle ne montre pas les limites des primaires vis-à-vis des grands partis qui existent en France ? Parce que finalement, les candidats là, qui s'en sortent et que tu annonces comme pouvant être présents au second tour sont des candidats qui n'ont pas été dans un système de primaire. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ce qui est assez intéressant par rapport à Emmanuel Macron, notamment, et la rhétorique de soutien d'Emmanuel Macron, c'est qu'il semble en réalité faire du premier tour une forme de primaire, dans le sens où le discours ambiant, et qui est répété, notamment, moi je pense à Daniel Cohn-Bendit qui le dit assez fréquemment sur les plateaux de télévision, en expliquant il faut choisir le meilleur candidat pour battre Marine Le Pen. Et bien ça, c'est totalement un raisonnement d'une élection primaire. Une élection primaire est là pour désigner un candidat. Par exemple, en 2011, le Parti socialiste fait une primaire pour battre Nicolas Sarkozy, pour le meilleur candidat pour battre Nicolas Sarkozy. C'est exactement la même rhétorique qu'on entendait de la part des soutiens de François Hollande, qui d'ailleurs sont en général les soutiens d'Emmanuel Macron. Donc, en réalité, il y a un débat, on va dire, chez les juristes pour savoir est-ce que le premier tour est une forme de primaire instituée. Et c'est vrai que la rhétorique, en tout cas, autour d'Emmanuel Macron, semble au contraire montrer que le premier tour devient vraiment une forme de primaire instituée et avec l'idée que de toute façon Marine Le Pen est au second tour et que il n'est même plus question de choisir sur une idée logique, mais de choisir un candidat pour battre Marine Le Pen. Oui, mais alors dans ce cas-là, quel est l'intérêt pour un parti de faire une primaire et de ne pas suivre le candidat choisi lors de la primaire ? Alors je pense que là on parle notamment de la Belle Alliance Populaire, puisqu'il faut quand même rappeler que avant que les affaires, notamment le fameux Penelope Gate, ne sortent dans la presse, François Fillon caracole à entre 30 et 25% dans les sondages, donc, et notamment dans un duel éventuel extrême droite au second tour, est largement gagnant. Mais la Belle Alliance Populaire, c'est particulier, parce qu'en fait, il n'en voulait pas d'une primaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le fait d'avoir fait une primaire en 2011 contraint en réalité, puisqu'aucun candidat, à partir du moment où un candidat a été désigné par une primaire ouverte, pour être légitime, un candidat doit être désigné par une primaire ouverte. C'était même le cas pour un président sortant. Ceci dit, beaucoup se sont indignés, mais en réalité, aux États-Unis, c'est ce qui se fait. Barack Obama est passé par une primaire pour sa réélection en 2012. George W. Bush est passé par une primaire en 2004. Donald Trump passera probablement par une primaire. Alors la gagnera-t-il ? Peut-être que cette fois-ci, on pourra avoir une surprise. On verra évidemment dans 4 ans, si on a l'occasion. Mais du coup, par rapport au parti qui lâche Benoît Hamon, je dirais qu'il ne voulait pas de cette primaire, qu'il sentait le piège venir, que le piège s'est refermé sur eux, c'est-à-dire sur l'aile droite du PS, qui, il est vrai, a gagné les primaires en 2011 et a plus ou moins instauré un climat, on va dire, j'ai pas envie de dire de terreur, mais un climat quand même, on va dire, de ligne unique au Parti socialiste, qui a rencontré évidemment la confrontation des frondeurs. Et de ce fait, il y a eu un conflit, on va dire, très dur entre ces frondeurs et les légitimistes derrière Manuel Valls. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu un côté, d'une part, on va dire, ils sont un peu mauvais perdants, je pense, mais ça, après tout, c'est plutôt classique en politique. Mais il y a quand même notamment de la part de François de Rugy, là ça devient un peu plus grave, quand ce sont des députés qui n'étaient pas candidats aux primaires, à la limite ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais François de Rugy ou Manuel Valls par exemple, qui a pris des positions très dures, avec clairement quand même, c'était quand même engagé, donc c'est quand même un engagement, alors on peut dire qu'évidemment ce sont des hommes politiques, mais c'est quand même un engagement qui est trahi, notamment par François de Rugy, qui en réalité a profité de la médiatisation due aux primaires, mais n'a en rien été fidèle à sa parole, qui était un préalable à sa candidature aux primaires. Mais je pense que tout ça est dû au fait que la primaire de la Belle Alliance Populaire, elle n'était pas voulue, elle n'était pas désirée. Du coup, peut-être pour... Non, vas-y. Non, j'allais juste dire que, pour moi, les primaires telles qu'elles se sont déroulées, et
l'impact qu'on voit maintenant, ça reflète un petit peu peut-être une limite des partis politiques, des gros partis politiques eux-mêmes. Ils sont plus capables de désigner, d'avoir un leader comme avant qui était de fait le candidat ou la candidate à l'élection. Et ils ont du mal à avoir une seule et même ligne directrice dans leur propre parti. Et ce qu'on a vu émerger, c'est que le candidat des Républicains était très à droite et le candidat des socialistes était très à gauche, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Donc il y a peut-être des nouvelles tendances qu'il faut prendre en compte pour cette élection et peut-être repenser un système. Je pense que c'est beaucoup dû au contexte en fait, de la primaire. Par exemple, quand on regarde la primaire de 2011, François Hollande, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le candidat le plus à gauche de la primaire. Mais en réalité, il faut comprendre le contexte. Le contexte, ça fait depuis François Mitterrand que la gauche n'a pas gagné une présidentielle. La gauche veut battre Nicolas Sarkozy. L'objectif n'est pas de trouver un candidat proche le plus à gauche possible, le plus proche de la ligne socialiste, mais de trouver le candidat qui va battre Nicolas Sarkozy. En réalité, François Hollande n'était qu'une substitution de Dominique Strauss-Kahn qui devait être là pour ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi la droite, en 2016, pense que la présidentielle est gagnée d'avance. Donc l'électorat qui se déplace se fiche de savoir s'ils vont gagner. Pour eux, le candidat, quel qu'il soit, va gagner. D'accord. Et dans ce cas-là, on va dire un électorat notamment très conservateur, s'est dit c'est l'occasion de faire émerger un président vraiment conservateur. Et de la même manière, je pense, la Belle Alliance Populaire, les électeurs se disant que plus ou moins l'élection était perdue d'avance, dans ce cas-là, le choix a été fait, le choix d'une ligne politique, on va dire clairement de gauche, a été réalisé. C'est-à-dire que je pense que si la droite avait eu peur de la défaite et si la gauche avait cru en la victoire, peut-être qu'au final les comportements auraient été différents. Mais encore une fois, je pense aussi pour la primaire de la Belle Alliance Populaire, ce qui est important, c'est qu'il y a un électorat rural, notamment, modéré, qui est déjà allé vers En Marche. Et là où, on va dire, la situation de la France insoumise, c'était déjà le cas en fait en 2011. Il y avait déjà un certain nombre d'électeurs de gauche qui étaient déjà rangés derrière Jean-Luc Mélenchon et qui ne s'étaient pas déplacés en 2011. Donc au final, c'est peut-être un peu rééquilibré, on va dire, les choses entre les électeurs des deux primaires. Alors, juste rapidement, parce qu'on va devoir après couper le temps de parole, comme en politique, une dernière petite question d'Alexandre, et puis après, même si c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre des heures, on sera obligé de te couper le micro, Jules. Oui, justement, par rapport à ça, est-ce que justement, il peut pas y avoir une refonte des partis suite à ces élections, quand on voit que la gauche se divise, par exemple, ou est-ce que d'après toi, il va se passer des choses, des gros chamboulements, je sais pas, par exemple à gauche ou... En fait, le seul scénario dans lequel rien ne change, c'est une élection de François Fillon, à mon sens. Quand je pense, avec du coup la gauche qui se referait une santé plus ou moins avec des années d'opposition, mais dans tous les cas de figure, sinon, la recomposition, elle va avoir lieu. Après, les primaires, est-ce que les primaires vont continuer? Sûrement, mais avec d'autres partis, avec d'autres candidats. Et c'est vrai que peut-être le problème n'est pas la primaire, mais la qualité des candidats à la primaire. Merci à tous. On a 4 minutes de retard, les enfants. Oui, c'est ça. Tu peux aller chercher quoi? Non, c'est que j'ai laissé la dernière question, j'aurais pu ne pas la laisser poser. J'ai parlé un peu trop de...